Les populations arrachées à leur vie par l'esclavage ont reconstruit en Amérique une culture. Sous le pouvoir de maîtres catholiques ou protestants, des cultures africaines, américaines ou caribéennes ont fleuri avec la civilisation. On devine sous les sourires et l'exotisme comment les traumatismes ont été rachetés, réparés par des pratiques collectives du rythme, du chant, héritées de l'Afrique. Le banjo à gauche reconstruit un instrument du golfe de Guinée, l'ekonting. Le rythme se joue sur la calebasse ou un pot renversé. À droite, il est frappé dans les mains ou sur le tambourin, que les maîtres français tolèrent le dimanche. Au coup de fouet répondent les coups de tambour. La première révolution eut lieu à Saint-Domingue en 1791, avec les esclaves noirs menés par Toussaint Louverture. Jean-Baptiste Bellé, né au Sénégal, à Gorée, vendu à 2 ans, perruquier libre à 30 ans à Saint-Domingue, se retrouve capitaine d'infanterie dans la Révolution. Après Philadelphie, New York, il se rend à Paris et siège à la Convention qui abolit l'esclavage dans les colonies en 1794. Mais en 1802, Napoléon rétablit l'esclavage. Voilà ce qui se passe encore à fond de cale en 1830, malgré un décret d'abolition en 1818. Mais la cause abolitionniste grandit. C'est une convention anti-esclavagiste en 1840 en Angleterre. Voici en 1844 le portrait de Frederick Douglass par un abolitionniste américain. Douglass avait appris à lire. Il entend encore le maître dire à sa femme « Si tu lui enseignes la lecture, cela le rendra à jamais inapte à l'esclavage. » Il s'enfuit et rédige son Récit de la vie de Frederick Douglass, écrit par lui-même en 1845. Il est un des pionniers de l'émancipation. En 1838 en Angleterre, en 1848 en France, l'esclavage est aboli. Mais les États-Unis sont divisés sur la question. Il faut attendre la proclamation du 13e amendement de Lincoln pendant la guerre de sécession, en 1865, pour que soit stipulé ni esclavage, ni servitude involontaire n'existeront aux États-Unis. En attendant, des Noirs attendent d'être mis aux enchères à Richmond en 1853. C'est le titre du tableau. Cette peinture montre le personnel dans l'arrière-cour d'une maison du Sud, vers 1860, qu'une jeune maîtresse blanche vient surprendre. Séduction, jeu d'enfant, pour ces semi-familles en proie au mauvais pli des habitudes serviles, dans la chaleur et le délabrement. Un gars fait sonner le banjo, balance avec tristesse et nonchalance son blues dans l'étoffe de l'air du banal après-midi. Parfois, les esclaves christianisés se retrouvent pour célébrer à leur façon un enterrement dans la luxuriance du décor d'une plantation. Ces œuvres sont celles d'artistes blancs, comme John Antrobus, un Anglais installé à la Nouvelle-Orléans. Ce paysage magnifique de 1862 exalte le scintillement d'une nature émeraude. Mais le sujet tragique, c'est la fuite d'esclaves rattrapés par des chiens et des hommes armés. Frederick Douglass avait obtenu du gouvernement que des hommes noirs émancipés puissent se battre avec les troupes anti-esclavagistes dans la guerre de sécession. C'est ce digne repos d'après-combat que peint Winslow Homer en 1865. Mais c'est aussi cette année que Lincoln est assassiné. Un an plus tard, en 1866, le Ku Klux Klan est fondé. C'est à cette époque qu'un peintre suisse peint ceux qu'il croise sur sa route vers l'ouest
dans un style réaliste impressionniste entre Courbet et Monet. Il décrit les pittoresques champs de maïs, les cochons sauvages, le melon d'eau, typique de l'univers africain-américain. Ce moment presque idyllique est indissociable pourtant du travail dans les champs de coton. Ils sont 4 millions aux USA. Leur situation a-t-elle vraiment changé depuis l'abolition? Les familles de métayers sont étranglées sous les dettes. Une clé de l'émancipation, c'est l'éducation. En 1881, Booker T. Washington améliore le sort des Noirs américains à l'école, à Tuskegee, Alabama, mais seulement par l'enseignement technique et manuel. Cette petite fille, gardée en retenue, ne rêverait-elle pas aussi bien d'être une écrivaine, d'aller à l'université? Mais la Cour suprême annule la loi sur les droits civiques en 1883 et va instituer en 1896 des accès séparés mais égaux dans les trains par exemple. C'est le régime de ségrégation. Non, l'émancipation sera l'œuvre des Africains-Américains eux-mêmes et à commencer par les femmes. Mary Church Terrell fonde cette même année la National Association of Colored Women. En 1903, William Edgar Dubois publie Les âmes du peuple noir. Il y écrit qu'il faut cultiver le plus grand respect pour l'âme humaine souveraine, qui cherche à se connaître elle-même et à connaître le monde autour d'elle. Cette noble intention va donc bien au-delà de ce qu'il appelle le voile de la couleur. À bientôt.